Bien, bonjour, mesdames et messieurs. Je vais essayer de vous parler, là, pendant une petite vingtaine de minutes, d'un travail qu'on effectue sur une hormone peptidique qui s'appelle la gréline, qu'on a commencé à travailler au laboratoire et qu'on est arrivé à mener jusqu'à une demande de nouveaux médicaments aux États-Unis. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la gréline? La gréline, c'est une hormone peptidique. C'est-à-dire c'est une hormone qui a un certain nombre de résidus d'acides aminés, en fait 28 résidus d'acides aminés. Cette hormone, elle a une particularité, et sans cette particularité, elle n'est plus capable d'avoir une activité, on verra tout à l'heure, c'est qu'elle est acylée, ici, sur un résidu d'acide aminé, qui est un résidu sérine. C'est un résidu qui porte une fonction hydroxylée, et on a cet acide octanoïque sur ce résidu. Elle a été isolée de l'estomac en 1999 et son récepteur, c'est-à-dire la molécule sur laquelle, la protéine sur laquelle elle agit pour déclencher ses activités biologiques, avait été isolée avant l'hormone. On appelait ça un récepteur orphelin qui a été désorphanisé justement quand on a trouvé son ligand. Et il avait été découvert, ce récepteur, par le groupe de chez Merck, une industrie pharmaceutique très importante. Ils avaient appelé GHSR1A, Growth Hormone Secretagogue, récepteur 1A. Et c'est le seul récepteur de la gréline, c'est la seule protéine qui est actuellement connue. Alors, cette gréline, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, comme un grand nombre de neuropeptides du système gastro-intestinal, elle a des activités diverses et variées, en fait aussi diverses que variées. Je dirais même que, comme toutes ces hormones, on peut dire qu'elle en a trop. Elle fait un peu tout. Elle agit sur la prolifération des cellules, elle stimule la prolifération, elle agit sur le muscle cardiaque à divers endroits, elle agit sur, elle influence le métabolisme énergétique, le métabolisme du glucose, elle a des actions sur le pancréas, elle a des actions sur la sécrétion gastrique et la motilité gastro-intestinale. Et puis elle a deux actions auxquelles on s'est intéressé plus particulièrement. D'abord, elle stimule la sécrétion de nombreuses hormones et d'hormones de croissance en particulier. Et c'est à ça qu'on s'est intéressé. Et puis elle a une autre activité intéressante, c'est un stimulateur de la prise alimentaire, c'est-à-dire elle augmente l'appétit. Donc, on s'est surtout intéressé à ces deux dernières activités, évidemment, qui se manifestent après activation du récepteur de la gréline. Alors, ce récepteur, je vous le rappelle, on l'appelle GHSR1A, Growth Hormone Secretagogue, donc hormone de sécrétion de hormone de croissance, qui agit sur l'hypophyse pour stimuler la sécrétion d'hormones de croissance. Parallèlement, la gréline, elle agit aussi sur ce même récepteur. Alors, il est décrit jusqu'à maintenant au niveau de l'hypothalamus, mais un collègue me le rappelait, récemment, il a été montré qu'il agissait aussi sur des récepteurs, le même récepteur au niveau périphérique, dans l'estomac, pour justement augmenter l'appétit. Donc, elle stimule la prise alimentaire et elle a un effet adipogénique aussi, donc elle stocke les graisses pour donner après de l'énergie. Et donc, si vous voulez, il y a deux activités là qui nous ont intéressés. Donc, c'est cette sécrétion d'hormones de croissance et puis cette faculté qu'a cette hormone à stimuler la prise alimentaire. Alors, on s'est d'abord intéressé à la stimulation de l'hormone de croissance. Et quels sont les intérêts thérapeutiques de l'hormone de croissance? Bon, vous savez sûrement, l'hormone de croissance, au jour d'aujourd'hui, il n'est plus sur le marché. Donc, il est difficile de traiter les personnes qui ont besoin d'hormones de croissance. Alors, elle a un rôle essentiel, évidemment, dans la croissance chez les enfants. Elle a un rôle essentiel chez les adultes pour maintenir l'intégrité musculaire, l'intégrité masse osseuse, etc., par un effet aussi sur la croissance. Elle a un effet direct sur le métabolisme lipidique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisqu'elle est capable de stocker, de stimuler le stockage des graisses dans les tissus. Et
de façon indirecte, elle stimule aussi la croissance des os, des muscles et la prolifération cellulaire. C'est d'ailleurs, cette hormone de croissance, c'est d'ailleurs un anabolisant qui est bien utilisé par un certain nombre de sportifs pour faire du muscle, etc., etc. Quelles sont les applications thérapeutiques de cette hormone de croissance? Alors, il y en a pas mal, ne serait-ce que sur la croissance des enfants, mais avec des désavantages qui sont quand même importants, bon, qu'on pourrait éliminer au jour d'aujourd'hui puisqu'elle n'est plus disponible sur le marché. Mais d'abord, c'est très cher. Et puis, se faire injecter tous les jours, parce que c'est par injection, c'est quand même pas très agréable. Hein. On voit qu'il y a aussi des futures applications à cette hormone de croissance chez les patients plus âgés, avec tous les phénomènes d'ostéosporose, etc. Pour les patients qui doivent récupérer après des traumatismes importants, comme des brûlures par exemple, et sur la cachexie, c'est-à-dire le manque d'appétit, pour stimuler l'appétit de gens qui sont vraiment dans des maladies difficiles comme les cancers ou le HIV. Donc il faut trouver vraiment des thérapies, il fallait trouver il y a quelques années des thérapies alternatives à cette hormone de croissance qui n'est plus disponible sur le marché. Et on s'est intéressé, nous, à ce problème de la façon suivante, en se disant, puisqu'on n'a plus d'hormone de croissance disponible, est-ce qu'on peut essayer de stimuler l'hormone de croissance qui existe chez un certain nombre de patients et qui ne se retrouve pas dans la circulation parce que, justement, elle n'est pas stimulée. Mais ces gens-là sont quand même capables de synthétiser de l'hormone de croissance. Alors, en 1977, vous voyez, il y a quand même pas mal de temps, un de nos collègues, M. Bowers, il travaillait sur les encéphalines, hein, qui sont bien connus par M. le professeur Roch. Et M. Bowers, il a trouvé que, en faisant des analogues de l'encéphaline, hein, pour toute autre chose, il a trouvé que cet hexapeptide ici, qui ressemble par certains côtés à des analogues d'encéphaline, il a trouvé qu'il était capable de stimuler la sécrétion d'hormones de croissance. Tout à fait par hasard. Et il l'avait appelé d'ailleurs GHRP6, et il a essayé de faire des analogues, de faire des composés différents pour essayer d'augmenter la puissance de son composé et de voir s'il ne pouvait pas trouver une molécule qui soit capable vraiment d'être très efficace. Alors il avait synthétisé cette molécule ici, qui avait déjà une affinité. Alors une affinité, ça veut dire que ce chiffre ici, il représente la capacité d'une molécule à se lier à son récepteur, c'est-à-dire à une autre molécule pour provoquer une activité biologique. Donc 10 nanomolaires, c'est déjà une bonne affinité. Ça veut dire que le composé en question reconnaît de façon assez intéressante son récepteur et peut provoquer en principe une activité biologique. Il a été fait d'autres analogues par une petite start-up qui s'est appelée ici l'hexaréline, vous voyez, avec des choses un petit peu différentes, des acides aminés un petit peu différents, qui avait une affinité encore plus importante, 3 nanomolaires au lieu de 10 nanomolaires, donc il reconnaissait encore mieux, mais ce n'était pas satisfaisant pour en faire des médicaments, en particulier parce qu'il n'y avait pas d'activité suffisante in vivo. Alors, un analogue aussi avait été fait par cette petite start-up qui est ici, vous voyez, une molécule très simple, hein, une espèce de tripeptide avec 3 acides aminés, 3 acides aminés, dont 3 non naturels, hein, donc c'était pas un peptide vraiment naturel, mais ce composé n'avait pas d'activité suffisante quand il était testé in vivo, malgré qu'il soit plus puissant que celui d'avant. Et on nous a demandé à ce moment-là, est-ce que vous seriez capable, on avait un cahier des charges au laboratoire, est-ce que vous seriez capable d'essayer de faire un composé qui puisse avoir une meilleure activité, éventuellement une meilleure sélectivité, pour stimuler la sécrétion d'hormones de croissance et qui soit actif si possible in vivo, qui soit actif si possible par voie orale, évidemment in vivo, mais par voie orale plutôt que d'être obligé d'avoir une injection répétitive. Et alors, on a fait un certain nombre de travaux et on est arrivé sur ce composé ici, dont je vais vous parler. Vous voyez, il ressemble presque comme 2 gouttes d'eau à celui qui était avant, à la différence qu'il y avait des résidus
tryptophane pas naturel, puisqu'ils étaient de configuration inverse à la molécule naturelle, de configuration D, à l'acide aminé naturel. Mais surtout, on avait un gemme diamino ici, 2 amines sur le même résidu, et terminé par un formyle. Alors pourquoi on avait fait ça? On avait fait ça simplement pour une raison toute simple, c'est que dans d'autres séries de molécules qu'on travaillait, on s'était aperçu que quand on avait un formilamino en C-terminal, on avait une augmentation de l'activité par voie orale, sans qu'on puisse encore à ce jour expliquer pourquoi. Mais on avait fait 2-3 molécules dans différentes séries, pas celle-là, où chaque fois qu'on remplaçait un amide C-terminal par un formilamino, ce qui oblige à faire un gemme diamino, évidemment, à ce moment-là, on avait une augmentation inexplicable de l'activité par voie orale. Donc on s'est basé là-dessus et on est arrivé sur cette molécule. Alors quand on a une molécule comme ça, évidemment, on étudie d'abord sa pharmacologie in vitro. La pharmacologie in vitro, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord on regarde quelle est sa capacité à reconnaître son récepteur, à reconnaître sa cible pour induire l'activité biologique. C'est ce qui est représenté ici. Donc c'est représenté par ce qu'on appelle l'IC50, c'est-à-dire la capacité qu'a la molécule à reconnaître, c'est ce que ça donne en gros, à reconnaître sa cible. La gréline ici, 0,7 nanomolaire, vous voyez le chiffre est très bas, ça veut dire qu'elle reconnaît très bien sa cible. Le composé 1843 qu'on a synthétisé, il n'était pas si mauvais que ça, mais il n'était pas extraordinaire non plus, 40 nanomolaires d'IC50, c'est-à-dire qu'il reconnaissait quand même 50 à 60 fois moins bien le récepteur que la molécule naturelle. Par contre, ce qui était étonnant, c'est que sur l'activité biologique, malgré qu'ils reconnaissent bien moins le récepteur, sur l'activité biologique de messagers intracellulaires, c'est-à-dire de capacité à stimuler des molécules intracellulaires qui vont provoquer l'activité biologique après que l'on voit, la molécule 1843, elle avait la même puissance, finalement, la même puissance que la gréline, que la molécule, que l'hormone naturelle. Et vous le voyez ici, de nouveau représenté par des EC50, c'est-à-dire la capacité à donner une réponse biologique de 50%, la réponse maximale. C'est ce qu'on trouve ici, 0,8 nanomolaire, 0,7 nanomolaire, donc vraiment une très très forte capacité à induire une activité biologique intracellulaire. Sur la mobilisation de calcium, qui est un peu qui est différente de ça, mais qui donne le même résultat, on s'aperçoit que, de nouveau, le composé 1843 avait une activité vraiment très importante. Donc on a testé ensuite son affinité, c'est-à-dire sa capacité à reconnaître, et on l'a comparé à des molécules connues, sur des membranes d'hypothalamus et sur des membranes d'hypophyse. Et vous voyez la gréline 7,9, grosso modo 8 nanomolaires, l'hexaréline, le composé qu'on a vu, une vingtaine, un composé de l'industrie pharmaceutique de chez Merck autour de 30 nanomolaires et le composé 1843, à peu près la même chose. Et vous voyez sur l'hypophyse, on retrouve à peu près des valeurs qui sont comparables et correctes. On est ensuite passé chez le rat. On a étudié la sécrétion d'hormones de croissance induite par ce composé 1843 chez le rat. Et vous l'avez ici. Dans 2 expériences, je vous représente ici que 2 expériences, mais c'était à peu près tout le temps la même chose. Donc vous voyez le contrôle, la sécrétion d'hormones de croissance, elle tourne autour de 10, grosso modo. Dès que vous mettez de l'hexaréline, on monte à 200, donc on a une forte augmentation de hormones de croissance, stimulation de la sécrétion, et avec le composé qu'on a mis au point, vous voyez, c'était aussi une bonne augmentation. Ça, c'était des expériences qui étaient faites chez un rat âgé de 10 jours, avec une dose injectée de 160 microgrammes par kilo. Là, on faisait toujours par injection sous-cutanée. On est ensuite passé chez le chien, et toujours par administration IV. Et chez le chien, vous voyez là, vous avez la gréline, avec le pic de gréline après injection. Là, vous avez le pic de GMV 1843, induction évidemment de la sécrétion d'hormones de croissance. Et quand on prend la courbe, la surface sous la courbe ici, qui donne la quantité totale d'hormones de croissance qui est libérée, vous voyez que la gréline et le composé 1843, après administration IV de 125 microgrammes par
microgrammes par kilo chez le chien, on trouve à peu près la même quantité d'hormones de croissance qui est libérée. On est passé ensuite, toujours chez le chien, par voie orale, ce qui était plus intéressant, dont les chiens ont été traités par 1 mg par kilo par voie orale. Et là, vous voyez la concentration de gréline en fonction du temps, après administration de 1 mg kilo par voie orale chez le chien. Vous voyez, au temps zéro, il n'y a pas du tout d'hormones de croissance qui circulent. À 15 minutes, on augmente. À 60 minutes, on augmente. À 180 minutes, on augmente. On double à peu près entre 60 et 80 et on a un pic très fort à 15. Et vous voyez, quand on prend la surface sous la courbe, on est à 676 de sécrétion, alors qu'on est à 119 en hormones de croissance sur le contrôle. Donc, une forte stimulation de sécrétion d'hormones de croissance chez le chien après administration par voie orale. Alors ça, c'était relativement intéressant. Et une fois qu'on avait fait tout le profil pharmacologique in vitro de ce produit, on s'est dit, on va essayer, évidemment, chez l'homme et voir un petit peu ce que ça donne, ce que donne chez l'homme. Donc il y a eu un essai de phase 1 qui a été entamé. Alors il a fallu préparer suffisamment de quantité pour faire les essais précliniques d'abord. On a regardé évidemment la toxicité aiguë, on a regardé quelles étaient les doses qui étaient acceptables chez l'homme, les doses tolérées, etc., etc. Et une étude de phase 1 a été donc conduite chez l'homme. Et cette étude de phase 1, qui avait pour objectif de démontrer... Alors l'étude de phase 1, c'est chez des patients sains qui sont comparés à des témoins non traités. Alors, on mesurait évidemment la sécrétion d'hormones de croissance chez ces gens-là, après absorption par voie orale du composé 1843. Donc, il fallait démontrer les effets du 1843. Est-ce que le 1843 induisait une sécrétion d'hormones de croissance ou pas? Il fallait voir s'il y avait d'autres effets sur d'autres hormones. Il fallait voir quel était le profil pharmacocinétique de ce composé. Et puis, évidemment, la tolérabilité et la safety. Alors ça a été fait sur 36 patients mâles en bonne santé, volontaires, avec différentes doses de 0,205 à 0,5 mg par kilo, dans une simple dose qu'ils buvaient dans un verre d'eau. Alors là, vous voyez la sécrétion d'hormones de croissance qui a été mesurée chez ces patients sains et volontaires. Et vous voyez qu'on voit déjà un effet bien positif à la dose de 0,125 mg kilo, après administration par voie orale, et on voit vraiment un très bel effet à la dose de 0,5 mg kilo qu'on voit ici. Évidemment, la concentration, la pharmacocinétique a été regardée aussi, et elle colle tout à fait avec ce qu'on voit en sécrétion d'hormones de croissance. Vous voyez, à la dose de 0,5 mg kilo, on a une dose circulante de 18,43 qui est tout à fait conforme à ce qu'on pouvait attendre, qui monte à 6 nanogrammes par millilitre. Et on a de nouveau un effet, vous voyez, à 0,05 mg kilo, un effet déjà d'une dose circulante de produit qui est déjà intéressante. Donc cette phase 1 s'est avérée intéressante et acceptable. On s'est aperçu que ce 1843 était bien toléré, qu'il n'y avait pas eu, au moins sur les 36 patients en question, pas d'effet secondaire important. On avait montré que l'hormone de croissance était stimulée à un niveau acceptable et correct à la dose de 0,5 mg par kilo oralement. À cette dose-là, on avait à peu près 5 à 6 nanogrammes par millilitre de composés qui circulaient dans le sang, et on n'a pas trouvé d'effet sur d'autres hormones qu'on a regardées qui étaient susceptibles d'être stimulées par justement le composé. Alors il y a une phase 2 et une phase 3 qui ont été conduites à partir de là. Je vais vous donner juste les milestones importants. En 2007, le composé il a obtenu par la FDA
la Food and Drug Administration le statut de orphan drug, ce qui leur a permis d'avoir pas mal d'argent pour développer les phases cliniques 2 et 3. En 2008, ce composé a été rebaptisé plusieurs fois. Il a été baptisé Solorel. Et l'entreprise Zentaris, avec laquelle on était partenaire, a décidé de le développer d'abord, dans un premier temps, dans le diagnostic de la déficience d'hormones de croissance chez l'adulte, un test diagnostique pour mettre à profit les tests de diagnostic sur les études qui éventuellement suivaient. Alors cette phase 3 a été conduite multicentrique, dans plusieurs centres aux États-Unis, 12 hôpitaux en fait, où on a montré de nouveau la tolérabilité, etc. Et là, c'est sur des patients, pas des patients sains volontaires, ce sont des patients en hôpital sur lesquels on regardait évidemment quelle était la stimulation de l'hormone de croissance, quelle était la concentration d'hormone de croissance suite à un traitement par ce produit. Alors, voilà les résultats qui ont été donnés, qui datent de mois. Il y avait eu 53 personnes qui avaient une déficience en hormone de croissance et qui devaient être testées. Est-ce qu'ils étaient capables de stimuler, et 48 sujets contrôle. Alors, la principale conclusion, vous la voyez là, ça a été appelé après massimoréline. Ça a changé plusieurs fois de nom. Donc, cette massimoréline, elle a été montrée sans effet secondaire, effective pour stimuler l'hormone de croissance chez ces adultes déficients en hormone de croissance, avec une sensibilité, une spécificité qui était comparable à ce qui était utilisé comme test, qui était des tests assez durs, en particulier c'était des injections d'arginine. Et ils avaient dit que ce nouvel agent pouvait être une simple et rapide alternative justement à ce test. Par contre, il y a eu un problème, il y a eu un sujet contrôle qui a reçu la massimoréline et qui montrait un électrocardiogramme anormal. Donc ça les a inquiétés, à juste titre d'ailleurs. Et ils se sont aperçus par la suite que ce patient était sous citalopram, qui est un anxiolytique et qui est bien connu pour engendrer des ECG anormales. Mais la Food and Drug Administration a dit d'accord, c'est vrai, mais il faut qu'on soit sûr qu'il n'y a pas d'ECG anormal après traitement par le produit, ce qui est tout à fait normal. Donc on est reparti là pour une année de plus pour essayer de répondre à ce problème, et de faire peut-être attention, de ne pas regarder des gens qui soient traités par des anxiolytiques de la même famille. Et parallèlement, il y a une phase 2 qui est en cours actuellement avec ce produit pour le traitement de la cachexie, c'est-à-dire le manque d'appétit chez des patients, des cancéreux ou des gens atteints du sida, donc des gens extrêmement malades. Alors vous vous doutez bien, un travail comme ça, ça ne se fait pas tout seul, ça prend énormément de temps, ça prend des dizaines d'années. D'abord, il faut avoir un industriel. Si on n'a pas un industriel avec soi, on n'y arrive pas, ça c'est clair. Les universitaires, on n'est pas capable et puis ce n'est pas notre travail d'amener des produits aussi loin. Mais il y a des chimistes qui ont opéré, il y a des pharmacologues in vitro, il y a des gens à l'hôpital ici, en Italie, il y a des gens en pharmacologie en Italie, pharmacologie in vivo, etc. Et voilà l'ensemble des gens qui nous ont aidés. Et je vous remercie pour votre attention.